Mon premier topo concerne les mécanismes physiopathologiques. Donc, tout d'abord, concernant la fertilité des couples, les problèmes d'infertilité constituent un problème majeur de santé publique à l'heure actuelle, puisqu'on sait qu'environ un couple sur 8 va être amené à consulter pour des problèmes d'infertilité. Lorsque l'on s'intéresse aux étiologies qui pourraient être en cause dans l'infertilité, on constate que l'homme a une responsabilité à part égale avec la femme sur les causes d'infertilité, puisque 30% des infertilités sont d'origine masculine, 30% sont d'origine féminine, 30% sont d'origine mixte, donc à la fois l'homme et la femme qui présentent des problèmes d'infertilité, et 10% restent idiopathiques, donc aucune cause retrouvée lors du bilan d'exploration de l'infertilité. Il convient donc d'explorer simultanément les deux membres du couple lorsqu'on est face à une infertilité. C'est pourquoi les problèmes de fertilité masculine vont naturellement nous préoccuper à part égale des questions de problèmes de la fertilité féminine. Et donc, nous allons évidemment évoquer la qualité du sperme comme paramètre pour évaluer la fertilité masculine. Alors, lorsqu'on veut décrire une infertilité masculine, il y a deux grands syndromes. Tout d'abord, le syndrome excrétoire, donc qui constitue tout simplement la présence d'un obstacle sur les voies séminales. Donc ça peut être un obstacle au niveau épididymaire, au niveau des canaux déférents, au niveau de l'urètre, qui empêche l'évacuation du contenu testiculaire et donc du sperme. Donc, l'autre syndrome qui pourrait être en cause dans l'infertilité masculine, c'est le syndrome sécrétoire. Donc, le syndrome sécrétoire vient donc d'une atteinte directement du testicule, donc un dysfonctionnement de la production de spermatozoïdes en intratesticulaire, ou alors ça peut venir d'une cause haute, d'origine hypothalamo-hypophysaire, avec donc une anomalie du contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire sur le testicule qui va entraîner donc une hypofertilité. Donc l'axe hypothalamo-hypophysaire contrôle à la fois la sécrétion endocrine, donc via la LH qui va motiver la sécrétion de testostérone, mais aussi la sécrétion exocrine via la FSH qui va motiver donc la spermatogénèse, et en rétrocontrôle, il y aura une sécrétion d'inhibine B par les cellules de Sertoli qui vont donc aider à la production de la spermatogénèse. Lorsqu'on s'intéresse à la qualité du sperme, on constate que depuis plusieurs années, il existe une baisse de la concentration spermatique. Donc il y a une méta-analyse qui est très ancienne qui avait montré donc, qu'il existait une baisse de la concentration d'environ 1% par an de spermatozoïdes. La concentration passe de 113 millions de spermatozoïdes par millilitre à 66 millions par millilitre en 50 ans. Dans cette étude avait été très critiquée parce qu'il existait donc un biais de confusion lié aux caractéristiques géographiques, c'est-à-dire que les patients avaient été recrutés dans différents pays. Et donc une étude a été réalisée juste après en 1997 pour pouvoir corriger justement ces facteurs géographiques. Et cette étude avait confirmé donc la baisse de la concentration en spermatozoïdes en Amérique du Nord et en Europe. Lorsqu'on s'intéresse à la qualité du sperme en France, on constate qu'il existe une baisse de la qualité spermatique en France, puisque, donc ça c'est une étude qui a été menée en France via le registre FIVNAT, donc des centres d'assistance médicale à la procréation. 126 centres avaient participé à cette étude sur des patients avec un recrutement entre 1989 et 2005. Donc 26 609 hommes avaient été recrutés et l'on constate donc une baisse très nette de 32,2% de la concentration en spermatozoïdes, ainsi qu'une baisse de la morphologie aussi des spermatozoïdes qui avait été montrée. Donc, comme je vous ai expliqué, on avait constaté qu'il existait un biais lié aux origines géographiques des patients, ce qui suggère en fait que la qualité du sperme varie d'une zone géographique à l'autre.
Pour cela, donc, il y a eu des études qui ont été financées pour étudier si il existait véritablement une variation géographique entre les différents pays de la qualité du sperme. La première étude avait été financée par l'Union européenne et comparait 4 villes d'Europe. Cette étude avait montré qu'il existait des différences importantes de la qualité du sperme entre les différentes villes étudiées. Cependant, elle avait été critiquée parce qu'il peut exister des biais de sélection des patients, puisque tous les centres ne recrutent pas les mêmes populations de patients, et aussi parce que les résultats du spermogramme dans un laboratoire donné ne peuvent pas être comparables en fait à un autre laboratoire. Il existe une grosse variabilité interlaboratoire dans la réalisation du spermogramme, ce qui entraîne évidemment un biais et une difficulté en fait dans la possibilité de mener des études en comparaison des zones géographiques. Donc, la question suivante est soulevée. En dehors des facteurs génétiques, étiologiques et des variations, est-ce qu'il pourrait exister des facteurs environnementaux qui entraînent des variations de la qualité du sperme ? Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas d'association claire en fait entre facteurs environnementaux et variations géographiques de la qualité du sperme. Donc, c'est des pistes aussi qui sont en cours d'évaluation et en cours d'étude à l'heure actuelle. Concernant la fertilité des couples, donc on a montré qu'il existait une baisse de la quantité et de la qualité des spermatozoïdes au cours du temps, qui est assez générale dans les différents pays. Et donc, il a fallu étudier si cette baisse de la quantité de spermatozoïdes avait un impact sur la fertilité des couples. Donc, on a quelques données internationales sur le sujet. Il y a une étude qui a été menée au Royaume-Uni et sur 1540 foyers qui ont été interrogés en 1996. On a évalué donc s'il y avait une baisse de la fertilité des couples chez les hommes et les femmes interrogés. Et, grande surprise, on constate qu'en fait, il y a en réalité une amélioration globale de la fertilité dans la population du Royaume-Uni qui avait été étudiée, puisque donc au bout d'1 an, il y avait donc 21% des patients qui n'avaient pas encore obtenu de grossesse, alors que en 1991, il n'était plus que 10%. Donc là, ce qu'ils avaient étudié, c'était le délai à concevoir, le délai nécessaire à concevoir, et on constate qu'il avait diminué au cours du temps. Une autre étude, donc rétrospective sur des jumeaux danois avait été menée. Donc là, vous avez les graphes qui concernent les interrogatoires sur le délai à concevoir chez les hommes, et on constate qu'il n'y a pas d'altération au cours du temps du délai à concevoir chez les hommes dans cette étude. Alors, une étude toujours aux États-Unis cette fois sur l'évaluation de la fertilité des couples. Cette fois, elle visait à évaluer l'infertilité involontaire de plus de 12 mois. Donc là, pareil, ils ont évalué le pourcentage de patients qui étaient infertiles et on constate qu'il y avait une baisse de l'infertilité aux États-Unis entre 1965 et 2002 chez les femmes mariées entre 15 et 44 ans. Alors, une étude française a évalué cette fois-ci donc toujours le délai à concevoir, mais sur une base en fait d'interrogatoire, donc plus sur le ressenti des patientes. Donc, on avait demandé aux patientes si elles considéraient qu'elles avaient un délai plus long à concevoir qu'elles l'auraient souhaité. Et là, ces données mettent en évidence que, oui, au cours du temps, il y avait une augmentation du ressenti des patientes sur le délai à concevoir, que les femmes ressentaient davantage que le délai à concevoir était allongé. Donc cette étude a été évidemment très critiquée parce qu'il s'agit d'un indicateur subjectif. Donc les couples ça pourrait venir tout simplement d'une impatience des couples à procréer qui est de plus en plus grande ou à moins attendre la grossesse qu'avant.
Donc, vous l'avez compris, la détérioration temporelle des caractéristiques spermatiques dans les pays industrialisés, est-ce qu'elle a un lien avec la fertilité? C'est une question qui reste encore très débattue et elle est débattue parce qu'il y a une absence de données systématiques et standardisées en France et dans beaucoup de pays européens, ce qui permet en fait, ce qui est un frein à l'évaluation du retentissement de la baisse des paramètres spermatiques sur la fertilité des couples. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer une détérioration temporelle des caractéristiques spermatiques? Bien évidemment, on s'est posé la question de l'environnement et les facteurs qui ressortent le plus au niveau de l'environnement sont les expositions professionnelles, donc à des pesticides, au plomb, à la chaleur, au rayonnement ionisant et à donc d'autres composés chimiques, mais également les habitudes de vie, donc le surpoids et évidemment le tabagisme, et notamment le tabagisme des mères qui peut influencer donc la fertilité de leurs fils. Vous l'avez bien compris depuis le début de cette journée, l'approche sur l'influence des facteurs environnementaux ne peut être que multifactorielle. Il y a un faisceau d'exposition à des facteurs environnementaux et donc il est difficile d'établir un lien entre un facteur environnemental et la survenue de l'infertilité, mais en réalité, il faut prendre en compte la totalité des expositions des patients pour pouvoir dégager une hypothèse sur le retentissement de l'environnement sur la fertilité. Donc, l'impact de l'environnement, je vous ai repris un peu tous les facteurs qui pourraient influencer la fertilité masculine. On a d'abord des facteurs donc génétiques et épigénétiques qui ont été largement évoqués déjà, des facteurs chimiques, donc les pesticides, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui pourrait être composé, manipulé dans l'industrie ou l'agriculture, des facteurs physiques comme les radiations ou la température, on va en reparler, et des facteurs socioculturels comme le stress, le tabac, l'alimentation, ou encore donc des facteurs biologiques et des facteurs iatrogènes. Alors je vais insister un peu sur les facteurs iatrogènes puisqu'on est quand même donc responsable d'une altération de la fertilité des couples, nous médecins, et on fait trop peu attention à cette cause d'infertilité, mais il y a des évidences au niveau des connaissances sur les chimiothérapies, radiothérapies et chirurgie, et il y a des moyens pour préserver la fertilité des couples. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Alors, les facteurs épigénétiques. Donc l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui relie le génotype au phénotype, c'est-à-dire donc l'information épigénétique va être transmise par une modification biochimique de l'ADN ou des histones. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la fertilité masculine, on constate qu'il existe une différence entre la régulation épigénétique chez les hommes et chez les femmes. Dans la lignée germinale mâle, il existe donc une déméthylation, c'est le principal mécanisme de régulation épigénétique. Il existe une déméthylation des cellules germinales, puis une reméthylation des cellules germinales qui se produit avant la naissance, donc in utero pendant la grossesse. Le profil de méthylation va être maintenu et perpétué dans la lignée germinale après la naissance, au cours de la méiose, jusqu'à ce que les spermatozoïdes deviennent matures. Donc là, vous le voyez sur le schéma. En bleu, vous avez le processus de méthylation, déméthylation chez l'homme, et en rouge, vous avez le processus chez la femme. Donc vous voyez que tout se passe pendant la grossesse, avant la naissance. Tout est paramétré pendant la grossesse chez l'homme. En revanche, chez la femme, donc la lignée germinale femelle va être reméthylée en postnatal, c'est-à-dire après la naissance, ce qui signifie que chez les hommes, il y a une plus grande susceptibilité pendant la grossesse à une modification des facteurs épigénétiques. Tout se joue avant la naissance sur la régulation de la lignée germinale masculine. La régulation épigénétique participe au programme développemental normal des cellules.
les anomalies épigénétiques, encore appelées épimutations, entraînent donc une altération du programme du développement normal des cellules. Ces épimutations peuvent survenir à la suite d'expositions prématurées, donc précoces, à des perturbateurs qui vont entraîner un phénotype adulte modifié, mais ces perturbations peuvent aussi se perpétrer en fait dans la descendance. Il existe un effet multigénérationnel, c'est-à-dire que des perturbations qui vont avoir lieu dans la lignée germinale d'une population exposée vont entraîner des anomalies de leurs gamètes, et ces anomalies vont être transmises à la génération suivante. Il existe aussi des effets transgénérationnels où la génération qui a hérité des malformations, des mutations sans avoir été elle-même exposée, peut elle-même transmettre ces mutations épigénétiques. Donc, il existe en fait des conséquences sur la génération d'après, mais sur les générations encore consécutives qui elles-mêmes n'ont pas été exposées aux facteurs. Alors, l'environnement, est-ce qu'il est capable d'entraîner des modifications épigénétiques? Eh bien, on voit que oui, l'incidence des mutations épigénétiques est augmentée par le régime alimentaire, l'âge, le cancer, le comportement maternel, on en a parlé, par un contexte hormonal particulier, des infections et aussi par l'exposition, évidemment, à des agents chimiques ou des agents chimiques présents dans l'environnement. Donc, parmi les expositions à des agents chimiques, il y a évidemment l'exposition précoce à des perturbateurs endocriniens. Cette exposition précoce peut entraîner une altération des profils transcriptionnels et épigénétiques des organes cibles, des androgènes et des œstrogènes. Ces altérations peuvent être entraînées, donc ces perturbateurs endocriniens peuvent entraîner des altérations directes ou indirectes également du programme épigénétique dans la lignée germinale. Alors, là, c'est un schéma qui vous résume en fait les différents stades du développement et de la vie masculine qui peuvent être impactés par l'environnement. Il y a un grand principe à retenir, c'est que avant donc la naissance, tous les mécanismes qui peuvent influencer, les expositions environnementales qui peuvent entrer en jeu vont souvent donner des effets qui vont être irréversibles dans la lignée germinale et qui vont avoir des conséquences durant toute la vie. En revanche, lorsqu'il existe une exposition après la naissance, cette exposition est souvent réversible, donc les facteurs on constate que les patients peuvent récupérer après une exposition durant leur vie adulte. Je prends l'exemple du syndrome de dysgénésie testiculaire qui a largement été décrit, qui donc constitue une perturbation de la cellule de Sertoli et de la cellule de Liebig qui va aboutir à un phénotype, à des malformations génitales telles que de l'hypospade, de la cryptorchidie, qui va évidemment aussi entraîner une baisse de la fertilité par une diminution de la concentration spermatozoïde et qui peut même aller jusqu'à développer donc le cancer du testicule. Ce syndrome, donc, il a pour origine l'inhibition de la production de testostérone à un moment critique de la vie fœtale, ce qui va aboutir donc à l'association de différentes malformations. Ce syndrome est constitué d'au moins 2 des anomalies suivantes. À la naissance, puis tout au long de la vie, les hommes vont présenter des hypospades, un pénis anormalement petit ou des cryptorchidies ou des problèmes de maldescente testiculaire. Et au niveau de l'adolescence, on va constater donc une baisse de la qualité, de la quantité des spermatozoïdes, une sous-fécondité et la survenue possible de syndrome de cancer du testicule. Un petit mot sur le cancer du testicule. Donc, l'incidence du cancer du testicule augmente depuis plus de 50 ans dans les pays industrialisés. C'est la tumeur la plus fréquente de l'homme jeune
est âgé de 20 à 35 ans. Donc on est souvent amené en centre de procréation médicale assistée à avoir des patients qui sont atteints du cancer du testicule, puisqu'ils vont devoir donc subir une orchidectomie. Et il est important de proposer donc une préservation de la fertilité à ces patients qui vont avoir une orchidectomie. Donc c'est un facteur en fait qui peut éventuellement être influencé par des facteurs environnementaux. Le cancer du testicule a un lien en fait étroit avec la cryptorchidie. Et donc un antécédent de cryptorchidie chez un enfant va donc nous alerter pour réaliser un suivi rapproché testiculaire, parce que ces patients sont à risque de développer un cancer du testicule. Les effets de l'environnement, ils sont encore très peu connus, mais il y a des études qui sont en cours, notamment un PHRC national qui est en cours pour évaluer le retentissement de l'environnement sur le cancer du testicule et notamment l'évaluation de l'exposition in utero des garçons qui ont développé un cancer du testicule. Alors, les facteurs chimiques, l'évaluation de facteurs chimiques nécessite une bonne connaissance en toxicocinétique et toxicodynamique, puisque on a vu que beaucoup de facteurs peuvent intervenir dans l'action de l'environnement sur la fertilité. Les mécanismes d'absorption, de distribution et de métabolisation des éléments exogènes peuvent être influencés par de nombreux facteurs histologiques, génétiques, physiopathologiques, et les conséquences de ces métabolites, des facteurs ingérés, vont être très difficiles à étudier si on ne maîtrise pas la quantité de perturbateurs qui a été ingéré pour pouvoir déterminer l'effet du perturbateur sur l'organisme. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances étrangères à l'organisme qui produisent des effets pathologiques sur l'organisme et sur la descendance à la suite de modifications du fonctionnement hormonal. Donc, plusieurs mécanismes d'action peuvent entrer en jeu pour une même substance, d'où la difficulté à évaluer l'impact de l'environnement et des perturbateurs endocriniens sur la fertilité. Alors, les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens, comme on l'a vu, sont multiples. Ils agissent donc sur la synthèse des hormones, sur des transporteurs, sur le métabolisme, sur la liaison aux récepteurs nucléaires. C'est le mécanisme le plus décrit, avec des perturbations en fait de ligands et des perturbations de la synthèse des liaisons des récepteurs nucléaires. Alors, quelques exemples de perturbations endocriniennes liées à la fertilité masculine, l'aromatase, qui est une cible très bien connue des perturbateurs endocriniens, la SHBG aussi, on a montré qu'il existait une liaison aux protéines de transport par les perturbateurs endocriniens. Et on a montré également que les perturbateurs endocriniens régulent l'expression de certains gènes qui sont importants au développement du tractus reproducteur. Ils participent aux modifications épigénétiques aussi du génome. Donc le lien entre les mécanismes qui ont été mis en évidence in vitro et les effets in vivo est très difficile à établir, puisqu'il y a des mécanismes d'action qui sont très variés, aussi bien au niveau des récepteurs, des transporteurs, qu'au niveau des hormones. Donc, le mécanisme d'action qu'on va observer in vitro va être très difficile à reporter sur des effets in vivo. On peut quand même décrire donc des effets qui sont très bien connus, qui sont les effets sur les récepteurs aux oestrogènes ER-alpha et ER-bêta. Donc, concernant la fertilité masculine, on peut constater qu'il y a une activité agoniste sur le récepteur ER-alpha et une activité et certains autres perturbateurs endocriniens peuvent avoir à la fois une activité agoniste sur ER-alpha et une activité antagoniste sur ER-bêta, d'où la complexité des mécanismes. Les effets donc peuvent être
tissu spécifique, puisque l'expression des récepteurs est variable selon les tissus. ER-alpha ne va pas être exprimé dans les mêmes tissus que ER-bêta, donc un mécanisme exploré dans un tissu ne pourra pas être reporté à un mécanisme dans un autre tissu. Les effets des perturbateurs endocriniens sont vraiment tissus spécifiques. C'est le cas par exemple pour le chlordécone, où les perturbateurs endocriniens agissent à la fois avec un effet agoniste de ER-alpha et antagoniste de ER-bêta. Ils peuvent avoir une action aussi sur le récepteur aux androgènes. Donc, le mécanisme d'action le plus souvent décrit est un mécanisme antagoniste et très peu de mécanismes agonistes ont été décrits sur le récepteur aux androgènes. Alors, concernant les effets cellulaires des perturbateurs endocriniens, on a décrit donc des effets sur l'augmentation de l'apoptose des cellules de la lignée germinale qui aboutissent donc à la fragmentation de l'ADN dans les spermatozoïdes. L'effet de l'apoptose peut varier selon l'âge ou le stade de développement. Il y a l'exemple des phtalates ou du distilbène qui a donc mis en évidence une perturbation de la lignée germinale et qui peut déboucher sur une hypofertilité chez l'homme. Cette perturbation fonctionne par une diminution du nombre de cellules germinales qui va entraîner une diminution du nombre de gamètes et donc une hypofertilité. On va observer également une diminution de l'activité de prolifération d'un tissu cible. Donc les phtalates ont été décrits comme pouvant diminuer la prolifération des cellules de Sertoli. Il peut exister également un blocage de la différenciation des cellules germinales fœtales. Donc on a montré que ce blocage pouvait être corrélé à la survenue d'un cancer du testicule. L'exemple des phtalates qui bloquent ou retardent la différenciation des cellules germinales fœtales mâles chez le rat. Il y a également des effets donc anti-androgènes. Les effets anti-androgènes sont donc une activité antagoniste au niveau du récepteur, des perturbations de la synthèse ou de la métabolisation des androgènes, ou des malformations de l'épididyme, des hypospades et la persistance de tétine chez le rat, c'est-à-dire donc qui évolue vers une féminisation avec une réduction de la distance anogénitale, donc un signe de la féminisation chez le rat. Il existe donc des effets aussi qui peuvent être œstrogéniques avec une diminution du taux de récepteurs aux androgènes, une inhibition de l'exposition à l'INSL3 qui est responsable de la descente testiculaire et une perturbation du contrôle hormonal du développement de certains organes comme le testicule. Alors, on a aussi décrit l'effet des mélanges complexes de perturbateurs endocriniens. On l'a évoqué ce matin. Donc, l'effet cocktail, comme on disait, plusieurs perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet additif ou cumulatif. Ce qui fait qu'on peut ne pas avoir un effet avec un perturbateur endocrinien seul, mais lorsqu'on a un mélange de plusieurs perturbateurs endocriniens, on peut constater que les effets sur la fertilité masculine soient plus importants, plus marqués. Il y a une autre étude donc, qui a été publiée en 2009 qui montre que aussi les perturbateurs endocriniens administrés à faible dose peuvent avoir un effet plus fort sur la diminution du nombre de spermatozoïdes que des fortes doses. Et donc il est important de connaître le mécanisme d'action des substances potentiellement reprotoxiques pour pouvoir mesurer à la fois les effets additifs et cumulatifs de ces substances, mais aussi pouvoir déterminer de potentiels effets à faible dose. À l'échelle de la population, il a été montré qu'il pouvait y avoir un effet sur le sexe ratio de l'espèce humaine lié à des polluants persistants. Donc il y a aussi un effet des perturbateurs endocriniens sur la population en elle-même. C'est le cas du plomb et de la dioxine. Alors un petit mot sur le chlordécone. Là, je vais vous
je vous ai mis donc l'étude qui a été réalisée en Guadeloupe sur la fertilité masculine et l'exposition au chlordécone. Donc, elle est partie de la constatation que sur les travaux de l'usine de chlordécone aux États-Unis, il y avait une diminution du nombre de spermatozoïdes et une diminution de la mobilité des spermatozoïdes qui avait été mise en évidence chez les hommes qui avaient travaillé donc dans l'usine où il y avait ce problème d'intoxication. Et il avait été montré également que cette altération des paramètres spermatiques était réversible quand la concentration en chlordécone diminuait dans le sang. Donc, ils ont mené une étude chez les travailleurs de la banane, comme monsieur Jean-Qui l'expliquait. Ils ont comparé donc des hommes travaillant dans les bananeraies comparé à des hommes qui travaillaient en dehors de l'exposition au chlordécone. Et cette étude n'a pas donc montré de différence significative sur les paramètres du sperme, ni sur les taux hormonaux. Les rats qui circulaient dans les plantations ont également été étudiés, et là, ils avaient montré une légère diminution de la testostérone chez ces rats. Il n'y a donc pas de corrélation entre la concentration de chlordécone dans le sang et les caractéristiques du sperme ou la concentration d'hormones selon cette étude, qui dirait que en fait le seuil à dépasser serait de 1 mg par litre pour avoir un retentissement sur la spermatogénèse, et qu'en deçà de ce seuil, on ne constate pas trop d'effets, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet retrouvé dans cette étude. Alors, d'autres expositions chimiques peuvent avoir un effet sur la fertilité masculine. L'exposition à des métaux ou à des solvants qui sont aussi retrouvés. Le plomb a été largement décrit comme étant un facteur qui pouvait altérer la morphologie des spermatozoïdes et la qualité de la chromatine des spermatozoïdes. Le mercure, le manganèse, le nickel ont été décrits également comme pouvant altérer l'ADN des spermatozoïdes. L'éther de glycol a été également décrit comme étant pourvoyeur de baisse de la concentration, de la mobilité, de la morphologie des spermatozoïdes. Ces expositions sont le plus souvent professionnelles, d'où l'importance de dépister les expositions professionnelles et de travailler en étroite collaboration avec les médecins du travail. Les facteurs socioculturels. Donc, le facteur socioculturel bien connu pour altérer la fertilité masculine, c'est le tabac. Comme on le disait, dans la fumée de tabac, ce qui est retrouvé comme composant principal pouvant altérer la fertilité, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont également présents dans l'air, dans l'alimentation via les fumées de charbon, donc tout ce qui est aliments grillés ou aliments fumés, et dans les hydrocarbures. Les HAP, ils ont été décrits comme polluants ubiquitaires, présents et désignés par l'organisme américain et européen de la protection de l'environnement comme polluants prioritaires à suivre. L'un des métabolites le plus étudié, c'est donc le benzoapyrène, qui est le plus toxique et qui a été classé cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Le mécanisme d'action des HAP, donc les HAP augmentent le stress oxydatif chez les fumeurs, ils altèrent le fonctionnement de l'axe gonadotrope, ils entraînent une hypoxie modérée dans le tissu testiculaire, et ils ont également un effet toxique direct sur l'épithélium germinal. Alors, le benzoapyrène va être métabolisé par le cytochrome P450 en BPDE. Le BPDE va réaliser une liaison covalente à l'ADN, ce qui va entraîner la survenue d'adduits. Les adduits, ce sont les lésions primaires stables causées à l'ADN liées donc
au benzoapyrène. Ces lésions vont entraîner une modification de la conformation tridimensionnelle de l'ADN et donc vont devoir nécessiter une réparation de l'ADN par un mécanisme d'excision-resynthèse de nucléotides. Parfois, ces mécanismes d'excision-resynthèse de nucléotides vont déboucher vers des réparations fautives et donc vont entraîner des altérations de l'ADN dans les spermatozoïdes. Les adduits donc de BPDE ont été retrouvés sur l'ADN des spermatozoïdes d'individus fumeurs en quantité proportionnelle à l'exposition du tabac. Donc plus on fume, plus on a la constitution d'adduits dans les spermatozoïdes. On a également montré qu'il existait une possible transmission aux embryons des adduits présents sur les spermatozoïdes de pères fumeurs. L'exposition au benzoapyrène peut induire l'apoptose des cellules germinales, interférer avec la spermatogénèse et conduire à une diminution de la qualité des spermatozoïdes. Le tabac augmente donc le délai à concevoir, il entraîne une diminution de la concentration, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, une baisse de la concentration en spermatozoïdes qui sera dose dépendante, une altération aussi de la qualité des spermatozoïdes et de son contenu donc nucléaire par une augmentation du taux d'aneuploïdie, une fragmentation de l'ADN et une augmentation du stress oxydant. On va également voir des effets vasculaires à long terme qui vont déboucher vers une dysfonction érectile et en revanche l'arrêt du tabac va permettre une augmentation de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes. C'est pourquoi il est très important de faire un travail de prévention puisque on voit qu'il y a une réversibilité à l'altération de la qualité du sperme par le tabac. L'effet de la pollution atmosphérique, donc il a été montré également que la pollution de l'air pouvait entraîner une altération des paramètres spermatiques. Elle diminue la mobilité, la concentration et la morphologie des spermatozoïdes et entraîne également une altération de la chromatine par fragmentation de l'ADN. Un petit mot sur le stress. Donc, il y a une étude qui a été menée pour évaluer le niveau de stress des patients, le niveau perçu de stress des patients en comparaison avec les paramètres spermatiques et l'on constatait que plus le niveau de stress ressenti était élevé et plus il existait une altération des paramètres spermatiques, une baisse de la concentration, une baisse de la mobilité, une baisse de la morphologie. Les facteurs physiques principaux qui peuvent impacter la fertilité masculine sont donc dans un premier temps la chaleur. La chaleur puisque donc les testicules sont des organes extériorisés du corps, donc ils ont une température inférieure à la température du corps, environ 33 à 34,4 degrés. Et la limite supérieure on va dire, en termes de température pour les testicules, c'est 35,2 degrés. Au-delà, on constate qu'il existe donc une induction de l'apoptose dans les spermatocytes et les spermatides et qu'il existe une altération fonctionnelle de la cellule de Sertoli. Donc ici, vous avez un graphe qui montre donc l'augmentation de la température scrotale lorsqu'on a une course au cours de la marche, et suivi d'une conduite automobile, donc une position assise prolongée. Et l'on constate qu'il y a une élévation de la température scrotale liée à la position assise prolongée, ce qui va donc être délétère pour la spermatogénèse. Ici, vous avez donc une étude qui a évalué le délai à concevoir chez les couples en fonction de l'exposition à la chaleur dans les testicules par la position assise prolongée. Et l'on constate qu'il y a un retard à la conception qui a été prouvé dans plusieurs études lorsqu'il existait une exposition à la chaleur. Donc, les facteurs à éviter sont la position sédentaire, qui diminue la concentration en spermatozoïdes, la morphologie, mais aussi des spores qui peuvent augmenter la production de chaleur au niveau testiculaire, comme par exemple le cyclisme, qui peut entraîner une altération de la morphologie des spermatozoïdes.
Les radiations, donc l'effet des radiations ionisantes est bien connu aussi. Les rayonnements ionisants peuvent entraîner une baisse de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes et une augmentation de la fragmentation de l'ADN. Il peut y avoir également des effets des rayonnements électromagnétiques et des radiofréquences qui donc augmentent les dommages à l'ADN et altèrent la mobilité des spermatozoïdes. Les effets iatrogènes, donc je vous en parlais en introduction, c'est un sujet qui est particulièrement important dans la mesure où on peut agir de façon active en tant que professionnel de santé pour pouvoir prévenir les effets de la fertilité des traitements qui vont être administrés aux patients dans le cadre du cancer. Donc, les chirurgies qui peuvent avoir lieu chez l'homme, notamment dans le cadre du cancer du testicule, je vous en parlais, c'est l'orchidectomie. L'orchidectomie va diminuer significativement la concentration en spermatozoïdes, voire on peut avoir une azoospermie, donc une disparition complète de la production de spermatozoïdes. Le curage ganglionnaire et rétropéritonéal qui peut accompagner ces chirurgies va avoir également un effet sur la vascularisation et peut entraîner des effets de dysfonction érectile ou de troubles de l'éjaculation. La prostatectomie totale est également aussi un facteur d'infertilité. La prostatectomie totale va entraîner une obstruction bilatérale irréversible des canaux éjaculateurs, ce qui va aboutir à la disparition de l'éjaculation ou à une dysfonction érectile. Les chimiothérapies vont agir de façon dose dépendante. Leur action va dépendre aussi du type de molécule et de la qualité initiale des paramètres spermatiques. On constate qu'il existe une diminution des cellules germinales qui peut être transitoire ou définitive selon l'exposition qui a eu lieu. Les agents alkylants sont les agents qui ont été décrits comme les plus toxiques pour la spermatogénèse et donc il est important de proposer une préservation de la fertilité dès lors qu'on a un traitement à base d'alkylants chez un patient. Les chimiothérapies vont donc induire, comme je vous l'ai dit, un risque d'hypofertilité, voire d'infertilité complète, mais vont aussi pouvoir introduire un risque mutagène, c'est-à-dire que le patient peut rester fertile, mais avoir des mutations dans ses cellules germinales et donc pouvoir éventuellement transmettre à sa descendance des mutations. Les agents alkylants ont été montrés comme à risque mutagène à tous les stades de la maturation des cellules germinales. La radiothérapie, j'ai presque fini, c'est la même chose. Donc, la radiothérapie dépend du type de rayonnement, de la dose reçue et de la zone d'irradiation. La toxicité de l'irradiation, elle est plus forte lorsqu'on fonctionne en dose fractionnée plutôt qu'en dose unique équivalente. Et on constate une altération de la spermatogénèse à partir de 0,1 à 1,2 degrés. Et au-delà de 4 degrés, il y a une altération permanente de la spermatogénèse. La fonction endocrine du testicule pourra également être altérée avec des doses supérieures à 30 degrés. Et je vous l'ai dit, il y a aussi un risque mutagène de cette radiothérapie. Donc l'effet mutagène va entraîner des malformations congénitales, des pathologies génétiques ou des cancers dans la descendance. En conclusion, donc, ce qui est bien connu, c'est qu'il existe donc une baisse de la qualité du sperme depuis 50 ans, que l'impact sur la fertilité de la baisse de la qualité du sperme n'est pas vraiment encore bien décrit. Le nombre de facteurs environnementaux est en augmentation et le nombre de facteurs environnementaux pouvant influencer la fertilité sont vraiment présents de façon ubiquitaire. Donc, il faut vraiment prendre en compte dans les expositions dans leur globalité. Les mécanismes d'action des facteurs environnementaux sont complexes, donc il faut être très prudent sur la description des effets in vitro et l'application à des effets in vivo.
Et le lien est donc difficile, voilà, entre les deux expositions. À retenir donc les facteurs épigénétiques, les facteurs chimiques, les facteurs physiques, les facteurs socioculturels, les facteurs iatrogènes. Et il existe encore de nombreuses perspectives de travail, notamment on en parlait pour tout ce qui est protéomique, métabolomique et encore les perspectives de travail sur l'épigénétique. Voilà, je vous remercie.